Ok. Alors là, on reprend. Après une longue période de break. Moi, j'étais pas là le dernier cours et j'ai pas le temps de rattraper, je suis désolée. Et je l'ai mis en ligne? Ouais, je crois que tu l'avais mis en ligne. Ok, ça va. Parce que c'était le dernier cours, c'est Bon, alors en gros, pour faire un petit récap, au dernier cours, on a compris qu'en fait, c'est très très compliqué de faire l'approche de la première partie. De quoi on parle? On a expliqué que le Benoni, lui, H24, il est sous contrôle. Pensée, parole et action, il est sous contrôle. Ok, même une pensée, il a une pulsion qui lui monte, elle monte même pas à sa pensée. Il l'arrête directement, il la bloque. Ok? Comment il fait ça? À travers une longue méditation, il va réfléchir à la grandeur d'Hachem, etc., etc. Et grâce à ça, il va réussir à se rendre compte comment Hachem il est grand, vraiment Hachem il est merveilleux, et qu'une toute petite avéra, ça va le déconnecter d'Hachem complètement. Et donc c'est ça qui l'empêche de faire des avérotes. Ok? Maintenant, on a expliqué que ça, c'est pas faisable pour nous. On peut pas être en contrôle H24. Déjà qu'on essaye d'être un peu content le matin, c'est déjà un gros effort. Donc, si tu essaies d'être en contrôle H24, c'est pas possible, t'arrives pas. C'est impossible à faire. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on va essayer de trouver des façons pratiques. Quelque chose qui est réaliste, que nous on peut réaliser. Et ça, c'est dans la deuxième partie. Donc c'est la partie qu'on va commencer aujourd'hui. Donc, avant de commencer, je vais vous raconter une petite histoire. Cette histoire, c'est une histoire qui se passe au temps de l'Admour Hazaken. Donc on a le Baal Shem Tov, qui est le fondateur du chassidisme, et après ça, son successeur, le Maggid Mezrich. Les deux, c'était, on va dire, les précurseurs du chassidisme. Et après ça, le premier rabbi de Chabad, qui est l'Admour Hazaken, c'est lui qui a écrit le Tanya. Maintenant, à cette époque-là, il y avait beaucoup de mitnagdim, des gens qui étaient contre le chassidisme. Pourquoi? Parce qu'on avait expliqué au tout premier cours pourquoi. Parce que certains, ils avaient peur. C'est quoi cette nouvelle religion? On vient de passer Shabtai Tzvi, qui est venu, qui nous a pris des tonnes de juifs, qui les a convertis au christianisme. Ils avaient peur des sectes, ils avaient peur de toutes ces choses-là. Ils se sont dit, ça c'est encore une secte qui va émerger, on a peur de ça. Et donc il y avait beaucoup de personnes qui étaient contre le chassidisme. Et à l'époque de l'Admour Hazaken, c'était quelqu'un qui est contre, c'est un opposant. Il y avait une opposition, merci, une opposition très très virulente contre l'Admour Hazaken. À cette époque-là, l'Admour Hazaken, bien sûr. Mais après ça, c'est des générations et des générations après qu'au fur et à mesure, l'opposition elle s'est calmée parce qu'ils ont vu qu'en fait non, c'est pas du tout une secte, c'est pas du tout quelque chose qui va, Chas Shalom, modifier la Torah ou quoi que ce soit. Donc qu'est-ce qui se passe? On est à l'époque de l'Admour Hazaken et il décide d'aller dans une certaine ville, si je dis pas de bêtises, c'est à Vilna. Et là-bas, c'était, on va dire, le centre de l'opposition. Okay, tout le monde était là-bas. Tous les gens qui étaient opposés à la chassidut, ils étaient là-bas. Et il a été là-bas, pourquoi? Pour pouvoir se confronter, entre guillemets, à ces gens qui sont contre la chassidut et leur expliquer qu'il n'y a aucune raison d'être contre la chassidut. Et donc il a organisé dans la grande choule, il a organisé un grand débat. Tout le monde lui posait des questions et il leur a dit, il n'y a pas de problème, je vais venir, je vais répondre à toutes les questions et je resterai là tant qu'il n'y a pas tout le monde qui est satisfait de mes réponses. C'est l'Admour Hazaken. Très bien, il arrive, la date dite, il arrive à la synagogue et la synagogue, elle est pleine à craquer. Ok? Tout le monde est là parce que tout le monde veut expliquer en quoi ils sont opposés à la chassidut. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est quoi leur problème avec la chassidut? Et chacun pose ses questions à l'Admour Hazaken. L'Admour Hazaken, il écoute tout le monde. Une fois qu'il a écouté tout le monde, il va prendre la parole. Il se lève. Et il était sur la bima. Il descend de la bima. Et il va commencer à chanter un nigoun. Un nigoun très très profond. Une mélodie, une chanson chassidique très profonde. Et à ce moment-là, silence complet dans l'auditoire. Silence complet. Une synagogue remplie de juifs. Silence complet. C'est très rare de voir des juifs qui sont silencieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Silence complet. Et l'Admour Hazaken qui chante. Oui. Quand il chante, c'est des paroles ou c'est un air? C'est un air. Un air. C'est un nigoun. Et il y a des témoignages qui expliquent que c'est la chanson de Arba Bavot.
les 4 mouvements. C'est Arba Bavot, tu sais, c'est le nigoun Ouais, qu'on chante au mariage Chabad. Ouais. Donc il chante ce nigoun. Et donc pendant de longues minutes, il est là, il chante. Et au fur et à mesure, il y a des témoignages de gens qui étaient dans l'assemblée qui racontent qu'en fait, dans leur tête, c'était comme si il y avait des nœuds, comme s'il y avait des nœuds qui se dénouaient. Comme si que les problèmes qu'ils avaient contre l'Admorazaken, ils disparaissaient, ils se dénouaient. Ok? Quand l'Admorazaken a terminé de chanter, il a dit, vous avez d'autres questions? Ok, très bien. Magnifique. L'Admorazaken dit ok, Shalom Aleichem, et il sort. Quelques minutes après, les gens ils se remettent un peu de leur émotion et ils réalisent qu'en fait, non, mais les questions elles sont revenues. Ils lui ont couru après. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as envoûtés, tu as fait de la magie noire, qu'est-ce que tu as fait? On n'avait plus de questions, on avait des questions. D'un coup, tout était clair et là, tout est redevenu. On a encore nos questions. Et Al-Moazaken, il leur a dit, ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est juste que je voulais vous montrer qu'il y a des choses qui sont plus fortes que l'intellect. Et ça, c'est l'âme. Ce qui parle à l'âme, c'est pas compréhensible. C'est pas logique que je vous ai chanté une chanson et que vos problèmes ils se sont résolus. Il n'y a aucune logique. Tu m'as posé des questions claires avec des mots, avec une logique. Je t'ai répondu par une chanson, tu m'as dit ok, ça me va comme réponse. Pourquoi? Parce que j'ai parlé à ton âme, je n'ai pas parlé à ton intellect. Et il y a quelque chose qui est encore plus fort que l'intellect, c'est l'âme. Et la chassidoute, c'est ça. Ça te parle à l'âme. Ok? Cette histoire, on va la mettre de côté 1 minute. Un roi qui a un fils unique. Il l'aime de tout son cœur. Maintenant, le fils, même un père, une mère, un enfant, qui va aimer sa mère, qui va aimer son père, est-ce qu'il va réfléchir pourquoi est-ce que j'aime ma mère? Non. Il va l'aimer, c'est tout. Tu vas lui dire pourquoi ta maman? Bah parce que c'est maman. Ok, quand il va grandir, quand il sera adolescent, peut-être qu'il va remettre en question, ouais, non, il m'a pas acheté la dernière. Il m'a pas acheté la dernière montre, il m'a pas acheté le dernier sac, bah, je l'aime pas. Ok? Mais concrètement, tu demandes à un enfant, pourquoi t'aimes maman? Parce que c'est maman. Bah, c'est évident. Il te fait passer pour une idiote quand tu lui poses cette question. Bah, c'est évident, quoi. Pourquoi tu poses la question, en fait? Nous, on est des enfants d'Hachem. Et on a cet amour profond en nous pour Hachem. Alors cet amour, il est caché, mais enfoui profondément. Et cet amour, il s'appelle la Ahava Mesuteret. Un amour caché. Le Tanya, il l'appelle Ahava Ativit Mesuteret. Un amour naturel caché. De quoi on parle? On parle de quelque chose qui n'est pas dû à un travail, mais on parle de quelque chose qui est un héritage. D'où est-ce qu'on a cet amour pour Hachem? On l'a de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Le fait qu'on soit né juif, avec une neshama, avec une âme, le fait qu'on soit les enfants de Avraham, Yitzhak et Yaakov, ça fait qu'on a en nous, donc comme dans l'ADN, cet amour pour Hachem profond. Et il n'y a rien qui peut l'enlever. C'est pas parce que tu fais des mitzvot que automatiquement tu vas être connecté à Hachem, c'est pas parce que ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui va faire des mitzvot toute la journée et quelqu'un qui ne va pas faire une seule mitzvah de sa journée, les deux ils vont avoir le même amour profond caché. Parce qu'il est profondément enfoui caché. Il est, et on va expliquer pourquoi. Je ne pas caché par exemple pour les gens qui se. Même toi, tu n'en es pas consciente de l'avoir. Ah d'accord. Et quand est-ce que ça va se réveiller? À certains moments. Et on va le voir tout de suite. Donc concrètement, on met ça de côté encore une fois, ok? On a cet amour caché qu'on va mettre de côté 1 seconde. Maintenant, on va parler d'un autre concept, et après on va faire le lien entre ces deux concepts. On avait expliqué, c'est quoi l'intellect? L'intellect, il est séparé en 3 parties. Chokhma, Bina et Da'at. Oui, Chokhma, c'est la sagesse. Bina, ça va être la compréhension. Et Da'at, c'est l'intégration, quand tu vas vraiment te dire, j'ai compris. Ok? Tu l'as intériorisé. Maintenant, concrètement, Chokhma, c'est pas vraiment de l'intellect. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est au-dessus de l'intellect. C'est quelque chose qui surpasse la logique, quelque chose qui surpasse l'intellect. Quand tu as juste une idée, quand tu as juste un point,
Si tu ne le développes pas, il n'est pas concret. Si tu n'as pas le bina qui suit, c'est pas concret, tu ne peux pas le comprendre, c'est pas logique. La petite idée que tu as, c'est vraiment une fraction de seconde, c'est un petit truc. C'est pas quelque chose qui est fini, qui est matériel, qui est même pas palpable en fait. Tu as besoin de bina pour rentrer ça dans ta tête. Maintenant, de quoi on va parler? On va parler du fait que chorma, en fait, ça va être le pont entre l'infini et le fini. Ok? Qu'est-ce que je vais faire? Chorma, c'est une idée, une petite étincelle. C'est pas quelque chose qui est fini, qui a des limites, qui a des limites de temps et d'espace. Oui, bina, oui. Toute la compréhension, elle l'a. Tu as 2 plus 2 égale 4, tu l'as ça. Ça a une limite spatio-temporelle. Chorma, il n'a pas de limite spatio-temporelle. C'est quelque chose qui surpasse l'intellect. C'est un concept qui surpasse l'intellect tellement que ce concept-là de chorma, on parle vraiment de ce point de chorma, on ne parle pas de la chorma, de l'intelligence, etc. On parle vraiment de ce point de chorma. C'est quelque chose qui n'est pas limité. C'est le pont entre le limité et l'illimité. C'est la source de l'intellect en vrai. Ok? Ok, donc c'est la source de l'intellect. Est-ce qu'on est bon sur ça pour l'instant? Oui? Attends, j'ai bugué là. Alors on recommence. En général, on dit waouh, quel chorma il a, quelle intelligence il a. Oui. Maintenant, ce mot-là, c'est pas le bon mot qu'il faudrait utiliser. Quelqu'un qui est intelligent, tu devrais pas dire quel chorma il a, quelle intelligence il a, quelle sagesse il a. Tu devrais dire quel bina il a. Pourquoi? Parce que bina, c'est la compréhension. Ça va être tout le déroulé. Chorma, on a dit, c'est juste le truc. Quand tu as un truc, une idée de génie, tu n'as pas l'idée. Tu n'as rien concrètement. Si tu n'as pas tout le développement qui suit, tu n'as rien du tout en fait. Tu as tout et rien. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Maintenant, la chorma, la partie chorma de l'intellect, elle transcende l'intellect. Elle est au-dessus de l'intellect. Ok? Le fait qu'elle transcende l'intellect, qu'elle est au-dessus de l'intellect, c'est ça qui fait... En fait, pourquoi elle transcende l'intellect? Parce qu'elle est connectée à l'infini et au fini. C'est elle qui fait le pont entre l'infini et le fini. Ouais. Moi, ce que j'avais bien aimé, c'était une fois, je ne sais pas si c'était là, elle avait dit dans un cours que, genre, tu vois, chorma, c'était... Comme tu vois dans les bandes dessinées, genre Tintin, je sais pas quoi, tu sais, des fois ils ont la petite lampe là, la petite lampe. La petite ampoule là, la connaissance, ouais. L'idée, tu vois, c'est la petite idée qui vient, tu vois. Et comme Géo trouve tout. Exactement. Exactement. Tu as la petite gling. Mais quand tu t'arrêtes juste au gling, t'as rien. T'as tout, mais t'as rien. Il faut développer quoi. Tu comprends? Je comprends. C'est clair pour tout le monde pour l'instant? Oui. Là, on parle. Donc, ça, c'est la chorma. La chorma, en fait, ça va être le point de contact entre l'infini et le fini. Entre Hachem et moi. Ok? Maintenant, on va faire un lien entre ces deux concepts qu'on a parlé. Entre la chorma et entre cet amour infini qu'on a en nous pour Hachem. Cet amour caché. Ok? Comment ça se passe? On a un point commun entre tous les juifs. Religieux, pas religieux, qui savent qu'ils sont juifs, qui ne savent pas qu'ils sont juifs. Tous les juifs, on a un point commun. C'est quoi ce point commun? C'est que tu as cet amour pour Hachem qui est caché au fond de toi. Et à un moment donné, il va se réveiller, à un moment donné, il ne va pas se réveiller. C'est possible que tu vas passer une vie entière sans réaliser que tu as cet amour pour Hachem. Et peut-être, si tu as de la chance, il va se réveiller et « Ah, waouh, en fait, je suis juive. » Ok? Maintenant, la chorma, c'est cet amour d'Hachem qui est incompréhensible, qui est caché, qui est infini et qui est fini d'un autre côté, parce qu'on l'a en nous. Et on va expliquer tout de suite pourquoi. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils nous l'ont donné. On est d'accord? Je peux te dire par rapport à ça, je le retire. Mais avant Abraham, Yitzhak et Yaakov, alors qu'est-ce qui se passait? Les gens n'avaient pas d'âme, on était tous dispersés, on avait la créature d'Hachem, comment ça se passe? Alors, oui, c'est un autre cours complètement. Mais juste vite fait, juste avant une petite idée. Juste vite fait. Avant ça, il y avait qui? Il y avait Noach, et avant ça, il y avait Adam. Ok? Maintenant, Adam et Noach, les deux, ils ont
C'était des tzadikim dans leur génération. Adam, il avait Hachem en face de ses yeux. Adam, il savait que c'est Hachem qui l'a créé. Et Noach, lui, il était tzadik bedorotav. Un tzadik dans sa génération. C'était un juste dans sa génération. Concrètement, ça veut dire quoi? Il y a deux piroshim. Il y en a un qui dit que malgré le fait qu'il soit dans sa génération, c'était un grand tzadik. Il y en a qui dit que s'il était dans une autre génération, ça n'aurait pas forcément été un tzadik. C'était un tzadik par rapport aux gens qui étaient tellement encore pires que lui. Ok? Maintenant, Abraham, c'est le premier à avoir reconnu Hachem. C'est le premier à avoir dit, attends, ça c'est faux, 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 ça c'est Hachem. J'ai reconnu Hachem, j'ai trouvé Hachem. C'est le premier à avoir trouvé Hachem. Ok? Maintenant, jusque-là, même après Abraham, on n'était pas encore le peuple juif. Non, c'est logique après les deux. Exactement. Quand est-ce que c'est arrivé le peuple juif? C'est arrivé bien après ça, quand on a reçu la Torah. Donc Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'était pas appelé le peuple juif, c'était appelé les Hébreux. Et même après Yaakov, on était appelé quoi? Les Bnei Israël, les enfants de Israël. C'est qui Israël? Israël, c'est Yaakov. Oui? Maintenant, Abraham, Yitzhak et Yaakov, les trois, ils ont eu un lien spécial avec Hachem, une connexion spéciale entre eux et Hachem. Ils ont eu une brite, une alliance entre eux et Hachem, spéciale. Tout le reste du monde, ils n'avaient pas cette alliance spéciale. Alors, est-ce qu'ils avaient une neshama? Est-ce qu'ils étaient considérés comme juifs? Ça, je ne sais pas. Mais il faudrait que je me renseigne. Mais concrètement, ils avaient une alliance spéciale envers Hachem par du fait qu'ils l'ont reconnu. Ça répond à la question? Ok. Donc, on revient là où on a été. Voilà. Donc, on a les deux points qu'on va connecter tout de suite. Le point de la chorma et le point de l'amour caché d'Hachem. Pour l'instant, on a dit qu'on va essayer de mettre les choses dans le concret. C'est pas du tout concret, mais il faut comprendre ces concepts pour réussir à mettre après dans le concret. Donc, on nous dit qu'on est des ma'aminim, bnei ma'aminim, des croyants, fils de croyants. Ça, c'est le fait que Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils nous ont donné cette croyance. Ils nous ont donné le fait que on a une émouna en Hachem. On croit en Hachem, on aime Hachem. On a cette ahava mesuteret en nous, caché en nous. Et rien ne peut le changer. Ok? Ça dépend pas de combien je travaille sur ça, ça dépend pas ça dépend pas de tout ça en fait. Qu'est-ce qui dépend de mon travail? C'est ce qu'on avait vu dans les cours précédents. Si tu vas travailler sur toi, etc., pour devenir un bédoni, alors oui, ok, ça tu vas te sentir connecté avec Hachem. Mais cet amour caché d'Hachem, il est pas du tout en lien avec le fait que tu travailles ou que tu travailles pas. Tu l'as, c'est tout. Exactement. Tu l'as et c'est tout. C'est comme si je te dis, c'est inné, exactement. Ta mère, elle avait les cheveux marrons, t'es née avec les cheveux marrons. Il y en a qui doivent se faire des teintures pour ça. Toi, non. C'est comme ça. T'es né comme ça. Et même si tu changes, même si tu te teins les cheveux, ils continueront à pousser marron. Toute ta vie. C'est comme ça. Bon, jusqu'à un certain âge. Ça fait longtemps qu'il Parce que. Mais concrètement, ça reste dans ton ADN. Et tes enfants, ils auront tous les cheveux marrons. Que tu le veuilles ou non. Je sais pas. Ok, ça dépend de ton mari. Mais concrètement, Les gènes, bien sûr, c'est dans les gènes, c'est comme ça. Ok? Donc c'est un petit peu comme ça qu'on peut comprendre le fait que, ok, c'est dans ton ADN. T'es né comme ça et tu resteras comme ça toute ta vie. Maintenant, cet amour d'Hachem, il est, pour la plupart du temps, endormi complètement. Et il se réveille à certains moments qui sont très précis. Et on va voir c'est quoi ces moments. On a dit que le point de Chorma, il surpasse l'intellect. Ça veut dire quoi qu'il surpasse l'intellect, qu'il est au-dessus de l'intellect? Ça veut dire qu'en fait, quand ce point de Chorma, quand cette Ahava mesuteret, quand cet amour caché d'Hachem, il va se réveiller, ça va surpasser toute logique. Il peut y avoir quelque chose qui se passe, un déroulé d'une histoire qui se passe d'une certaine manière, d'une manière logique, d'une manière réelle, logique et compréhensible. Et d'un coup, à la dernière minute, tu ne comprends pas ce qui se passe, mais ça change complètement la situation. Et je vais vous donner une histoire sur ça. Cette histoire, elle se passe au moment de la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un homme qui s'appelle, je vais essayer de bien le dire, Schneeweiss. Monsieur Schneeweiss, ok? Cet homme
c'était un homme cruel. Ok? C'était un garde dans les camps de concentration. J'ai oublié le nom du camp de concentration. C'est aussi un nom. C'est pas un camp de concentration qui est connu, c'est pour ça que j'ai pas réussi à me le rappeler. Bon, c'est pas grave. Je le retrouverai. Mais c'était un juif et c'était un garde. Et c'était un garde dans les camps de concentration. Dans ce camp de concentration, oui. Il était juif. Un capot, quoi. Comment c'est capot? Ouais, c'est ça. Ils nommaient des gardes. Les nazis, ils nommaient des gardes juifs pour s'occuper des autres juifs. Ils avaient un peu mieux, tu vois, que les autres prisonniers. Exactement. Mais d'un autre côté, ils restaient des juifs. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, cet homme-là, toute sa vie entière, même avant que la guerre commence, il n'avait jamais été religieux. Il s'en foutait complètement de la religion. Ok? Il est devenu garde dans ce camp de concentration quand la guerre a éclaté. Maintenant, cet homme, il était connu dans le camp de concentration par les autres juifs comme étant quelqu'un de redoutable et il fallait l'éviter à tout prix. Ils essayaient de ne pas croiser son regard. Ok? À chaque fois qu'il devait passer devant lui, il l'évitait. Mais il savait qu'il était juif. Bien sûr. C'est horrible. Bien sûr. C'est un traître, double peine. Exactement. Maintenant, ce monsieur-là, qui était vraiment un homme sur tous les points cruel, on arrive vers le temps du Yom Kippour. Et les Juifs, ils savent très bien qu'à chaque fois qu'il y a une fête qui arrive, les nazis, ils en profitent pour mettre le jour de la fête, les faire travailler encore plus, les faire souffrir encore plus. Pour le plaisir. Ça fait kiffer. C'est un jour important, faut fêter ça, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? On arrive quelques jours avant Yom Kippour et les Juifs qui sont là-bas, ils ont quelqu'un avec eux dans le même camp de concentration, c'est le rabbi de Bloz. Les Juifs sont partis voir le rabbi de Bloz et lui ont dit, s'il te plaît, essaye de parler avec ce garde, avec le garde Schneeweis, et demande-lui que pendant Yom Kippour, il nous laisse un peu tranquille, quoi. Au moins un petit peu, au moins qu'il ne nous fasse pas travailler quelque chose qu'on n'a pas le droit de travailler, ou un minimum, quelque chose. Essaie de lui parler, parce que vraiment, on ne peut pas, on ne peut plus. Et le rabbi de Bloz, il a dit, ok, je vais essayer. La seule chose que je peux faire, c'est essayer. Je sais que ça ne marchera pas, mais je vais essayer. Et il va lui parler. Et il lui demande, il lui dit, écoute, est-ce que c'était d'accord? Voilà, pendant Yom Kippour, le jour de Yom Kippour, tu nous laisses ne pas travailler des choses qui sont interdites. C'est vraiment un jour important pour nous, etc. Et à sa grande surprise, il dit, ok, d'accord, je comprends. Alors attends, écoute jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ok. Maintenant, Yom Kippour arrive. Le soir de la veille de Yom Kippour, les nazis, ils se donnent... ils se font plaisir. Ils frappent les juifs de façon inhumaine. Et les juifs, quand même, ils réussissent... Après ça, une fois qu'ils ont fini de souffrir et qu'ils doivent rentrer dans les baraques pour aller dormir, ils se réunissent et ils vont chanter le Kol Nidre tous ensemble. Le lendemain matin, Schneeweis, vous avez mieux retenu que moi. Schneeweis, il va voir le rabbi et lui dit, hier vous êtes réunis pour prier. On ne vous a pas autorisé. Et le rabbi dit oui, je vais pas le nier. Oui, on s'est réunis, on a fait Kol Nidre. Et à ce moment-là, il dit, c'est débile, c'est idiot, mais c'est très courageux et je respecte ça. De plus en plus... Ok, qu'est-ce qui se passe? Et il leur dit, comme promis, aujourd'hui, je vais pas vous faire quelque chose d'interdit. Donc, vous allez nettoyer les fenêtres qui sont dans l'intérieur du baraque, mais avec des serviettes sèches. Au moins, ils n'ont pas besoin ni d'essorer ni quoi, pas besoin de faire d'avérotes. Et c'est ce qu'ils font pendant toute la journée, ils nettoient les carreaux du baraquement avec des serviettes sèches. À un moment donné, il y a un soldat qui rentre, un nazi qui rentre, avec un cajot énorme de nourriture. Et il dit aux Juifs, c'est l'heure de manger. Celui qui ne mange pas, on le tue. Celui qui ne mange pas, on le tue. Alors le tue, il ne donne pas à manger, quoi. Et les Juifs,
Non, aujourd'hui, on ne peut pas manger. On ne mangera pas. C'est Yom Kippour pour nous, on ne mange pas. Qu'est-ce qu'il va faire, le nazi? Il va chercher Weissman. Non, Schneeweiss. Il va chercher Schneeweiss et il lui dit... Ça commence comme Schneer. Faut pas s'associer. Attends. Alors, attends. Tu te souviens le nom. Non, mais écoute jusqu'à la fin. Il va chez Schneeweiss et il lui dit, s'il n'y a pas tous les juifs qui mangent, c'est toi que je vais tuer. Et à ce moment-là, Schneeweiss, il dit, bah écoute, aujourd'hui, c'est Yom Kippour, et nous les juifs, on ne mange pas Yom Kippour. Et à ce moment-là, ni une ni deux, Schneeweiss, il tombe par terre, une balle dans la tête, et c'est comme ça qu'il est mort en Kiddush Hashem. Alors que cet homme-là, toute sa vie, il a toujours renié Hachem. Et encore pire que ça, il a fait souffrir les Juifs et c'était un homme cruel. Wow. Mais quand il y a eu un moment où il a dû décider entre je suis juif ou je suis pas juif, bah c'est comme ça. Il y a quelque chose qui s'est réveillé en lui. Ok? Je reviens où on était. Donc maintenant, c'est quoi cette chorma? On a dit la chorma, c'est quelque chose qui surpasse l'intellect. L'intellect, c'est quoi? C'est quelque chose qui est logique. Toute ma vie, je me comporte de cette façon-là, alors je vais continuer à me comporter. La logique voudrait que Schneeweiss, il va dire aux Juifs, mangez, sinon je vous tue. Parce que tu veux pas mourir. Qui veut mourir? C'est quelque chose d'illogique, c'est quelque chose qui surpasse la logique. En tant qu'humain, c'est quoi qu'est-ce qui nous dirige? Notre cerveau. Ok? Le cerveau, c'est logique. Le cerveau, c'est conscient, c'est logique. Quelqu'un qui fait quelque chose, comment c'est possible en fait de faire quelque chose d'inconscient, de faire quelque chose d'illogique? C'est sans réfléchir, c'est ton cœur qui parle, ton âme qui parle. C'est la BMA. Oui, mais comment c'est faisable puisqu'on a dit que tout est dirigé par ton cerveau? Non, tu es dirigé sûrement à ce moment-là, la chaîne, il a plus de contrôle. Comment c'est faisable? Parce que tu as cette chorma. Ouais. Et cette chorma, c'est ça qui te lie à l'infini, à quelque chose qui est illogique, quelque chose qui n'est pas attrapable par ton cerveau. C'est une partie de ton intellect qui surpasse l'intellect. Ok? Cette partie de chorma, c'est quoi? C'est en vrai cet amour pour Hachem qui est caché. Et pendant ces moments-là, pendant ces chalatrak, pendant ces moments où c'est des moments qui sont de pression, un test, alors c'est à ce moment-là où ça se réveille. Ok? Maintenant, je me perds. Ok. Donc concrètement, on a Chorma qui est l'amour d'Hachem caché. Quand ça va se réveiller, ça va induire un Messirut Nefesh. Ça va induire un sacrifice de soi. Ok? Comme ce monsieur Schneeweiss. Maintenant, nous, dans la vie de tous les jours, on n'a pas ça par Hachem. On n'est pas dans un moment de guerre. Mais nous, dans la vie de tous les jours, on a des petits tests comme ça. Et à chaque fois que tu vas te dire, tu sais quoi, j'ai tellement envie d'un hamburger, mais tu sais quoi, non, voilà, je vais travailler sur moi. Et bien là, tu fais un sacrifice de toi et tu fais un mini Messirut Nefesh. Tu vas réveiller ce truc de... C'est illogique. C'est illogique. Tu as envie d'un hamburger, il a l'air trop bon, il sent bon, toutes les raisons sont bonnes pour... En plus, tu as réussi à perdre assez de poids pendant Pessah pour pouvoir réussir... Non, c'est faux, tout le monde a grossi pendant Pessah. Pour réussir à te dire, tu sais quoi, je suis dans le bon poids. Toutes les raisons... Tout fait que tu peux le manger. Pour pouvoir le manger. Et tu te dis, tu sais quoi, ben non. Pourquoi tu es illogique comme ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que, à ce moment-là, tu as un mini-réveil de cet amour caché pour Hachem. Tu as un mini-réveil de cette chorma. Tu as un mini Messirut Nefesh qui est là. Ok? Maintenant, une deuxième petite histoire. Troisième petite histoire. On a déjà 3 histoires. Ouais. Rabbi Mendel Fouterfas, c'était un des plus grands mashpia et un des plus grands chassides de la dernière génération.
Et lui, il a vécu 14 ans en exil en Russie. Et après ça, il est sorti, Baruch Hashem, etc. Mais à chaque fois qu'il rencontrait dans la rue quelqu'un qui parlait en anglais, il parlait pas en anglais, il parlait en russe, il parlait en yiddish, mais il parlait pas en anglais. Chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un dans la rue, il disait « Toi juif, moi juif. Moi tefillin, toi tefillin. » Comme ça. Me Jew, you Jew. Me tefillin, you tefillin. Ok? Et toutes les personnes à qui il demandait, bah, ils mettaient des tefillin. Toi, quand tu vas dans la rue, demander est-ce que vous voulez mettre des tefillin, vous savez, ça va vous connecter avec Dieu, vous savez, ça prend 2 minutes, venez et tout, s'il vous plaît. Les gens, ils t'envoient balader, mais sans pitié. Une petite bougie de Shabbat, vous voulez. Non, ils t'envoient balader les gens, sans pitié. Mais quand ils venaient, ils parlaient à l'âme. Mais Jewish, you Jewish. Oui, t'es juif? Oui, très bien. Alors moi, je mets les tefillin, tu mets les tefillin. C'est comme ça, tu parles à l'âme, tu parles pas à l'intellect. Tu parles directement à la chorma, tu parles à ce côté illogique. Ok? Maintenant, concrètement, il y a une seule chose dans le monde qui n'a pas peur de s'autodétruire. Est-ce que vous savez c'est quoi? Une personne. Une chose dans le monde entier qui n'a pas peur de s'autodétruire. La Neshama. Oui, mais une chose réelle. Ouais. À quoi elle est comparée, la Neshama? Au feu. Une flamme, c'est la seule chose au monde qui n'a pas peur de la mort, entre guillemets. Ok? Concrètement, chaque chose, nous, en tant qu'être humain, t'as peur de mourir. T'as envie de mettre la main dans le feu, bah, tu vas pas réussir. Et si tu dis, vas-y, mets ta main, mais non, ça va bloquer. Tu vas pas réussir à mettre la main dans le feu. Pourquoi? Parce que tu tiens à ta propre vie. Chaque animal, il a un instinct de survie. Ok? Les fleurs, tout a un instinct de survie. Une fleur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va disperser son pollen pour pouvoir réussir à se régénérer, entre guillemets, à se reproduire. C'est sa façon de se défendre, entre guillemets. Ok? Chaque chose dans le monde a peur de disparaître, sauf la flamme. La flamme, c'est la seule chose qui s'en fout royalement. Elle est censée être accrochée à une mèche pour pouvoir exister. Elle s'en fout. La seule chose qu'elle veut, c'est monter. Monter. Se détacher de la mèche. Quand tu ramènes 2 flammes l'une à côté de l'autre, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont fusionner ensemble. Même si ça veut dire qu'elles vont disparaître, mais elles vont former un plus grand feu. Ça, c'est un petit machal pour qu'on puisse comprendre pourquoi, concrètement, on ne peut pas le faire, ça. Nous, en tant qu'humains, tu peux pas te dire, tu sais quoi? Je vais annuler ma vie, je vais annuler mes envies, je vais annuler tout ce que je veux pour Hachem. Pourquoi? Parce que tu es humain, parce que tu es avec un cerveau, avec un intellect humain, limité, oui, mais d'un autre côté, ça te permet de vivre. Un animal, il a un intellect, il ne veut pas mourir. Nous, en tant qu'humains, on ne veut pas mourir. La seule chose qui n'a pas peur, entre guillemets, de la mort, c'est la flamme, c'est l'âme. Et c'est pour ça que quand on laisse parler notre Orma, quand on laisse parler cet amour infini pour Hachem, elle s'en fout de mourir. Elle s'en fout de faire mes sirout nefesh. Le Shneveis, il s'en foutait de mourir à ce moment-là. Parce que c'est pas son intellect qui parlait. C'est sa Orma. C'était son amour pour Hachem qui parlait. Ok? On est bon jusque-là? Maintenant, la dernière question. Comment ça se fait qu'on ne peut pas ressentir ça? On a compris qu'on l'a tous en nous. On a compris que même la pire des personnes, le pire des juifs, il a ça en lui. Comment ça se fait qu'on ne le ressent pas? S'il est tellement ancré en nous, pourquoi on ne le ressent pas? L'amour, tu dis. Mais si on croit qu'on le ressent. Bah oui, comment tu le ressens pas? Enfin, pas tout le temps, c'est ce truc quand il y a des ah non. Mais. Quand est-ce que tu le ressens? Quand je veux faire une mitzvah, je suis dans la douche. Pourquoi tu veux faire une mitzvah? Donne-moi une mitzvah. Déjà pour Hachem Shammai. Parce que une mitzvah, franchement, voilà, c'est parce que je sais que c'est une mitzvah et que je dois la faire. Mais. Est-ce que tu as une raison logique pour ça? En plus de cette envie de faire pour Hachem? Parce que j'ai une image, c'est pour le bien. Je sais pas si c'est logique. La Emouna, c'est logique. Je sais pas. On reste dans ce truc de Emouna. La Emouna, c'est connecté avec cette Chorma.
C'est Oui. quelque chose d'illogique, justement. Ben oui, c'est ça que j'ai la connexion, c'est ça. Oui, donc on en a conscience. On a conscience. Pourquoi tu mets la tzedaka? Pour aider, pour les pauvres, parce que c'est une bonne chose à faire. Ouais. Logiquement, L'action, hein. ça fait du sens. Voilà. Ok. Pour aider. On est d'accord que 99% du temps de ta journée, tout ce que tu fais, c'est logique. Normalement. Normalement. Non, ça veut dire c'est logique ou bien c'est pas logique, mais tu te convaincs que c'est logique. Ouais. On est d'accord On que n'a pas oui. conscience que c'est pas logique quand même. On n'a pas. Si c'est Ouais, pas nous, en tant que logique, juif, on se dit, bah, c'est logique, je suis juif, je le fais, même si la mitzvah, on la comprend pas. que ce soit par habitude, il y en a qui font toute leur vie par habitude et ils se remettent pas en question. Ils ont fait Shabbat toute leur vie, ils savent même pas pourquoi ils font Shabbat, mais ben, c'est la zone de confort. Donc ça les arrange. Ouais, mais ils sont- Donc quoi qu'il arrive, le cerveau, il est content dans ça. Bien sûr. Il y a très peu de moments. Alors, ce qui n'est pas logique, c'est quand par exemple quelqu'un, parce que je comprends de ce que tu me dis, ce qui est logique, c'est quelqu'un qui a fait Shabbat toute sa vie, qui est né, on lui a dit tu fais Shabbat comme nos enfants par exemple, on leur dit depuis qu'ils sont nés, on leur dit tu fais Shabbat, tu rentres truc. Ça, donc pour eux, c'est logique de faire Shabbat. Ça dépend. Ça dépend, c'est quoi le tempérament de la personne. Oui. Si la personne, elle va avoir un tempérament à remettre les choses en question, sa alors, logique, c'est ça, ce que je veux de dire, sa logique de son cerveau, ça va être je veux remettre en question. Et peut-être qu'il va plus jamais faire Shabbat de Non, sa mais vie. ce que je veux dire, c'est que pour les gens qui vont un jour justement commencer à faire Shabbat, Ah, c'est pas logique. c'était pas logique. Tu vois, Exactement. c'est ça que je veux te dire, c'est que Et pour les à gens ce qui moment-là, ont qu'est-ce que tu connu fais? que ça, c'est logique de faire ça. Mais pour les gens qui vont faire des choses qui sortent, comme tu dis, Quelqu'un qui va de Chouva, c'est qui pas décide, tu sais quoi, je vais commencer à faire Shabbat. Mhm. En quoi c'est logique? Tu vas Parce que c'est, tu vas veux suivre les mitzvahs, tu veux suivre. Tu veux suivre les méthodes, bien sûr, mais ça vient pas d'une logique intellectuellement raisonnable, entre D'ailleurs, guillemets. c'est. Parce que c'est quoi, dur. c'est pas- Tu viens, tu te fais du mal, entre guillemets. Bon, Ouais. après, au bout de plusieurs années, quand t'as des enfants, Mais t'as des les gens, copines parfois, qui vivent à font côté, etc., justement alors par, c'est qu'ils font Shabbat. par crainte, parce Mais qu'ils c'est ont vrai. quelque Au chose. début, c'est très dur de faire Dans le Shabbat. regard extérieur, quelqu'un qui n'a jamais fait Shabbat, il regarde comme des martiens. Ouais. C'est ça. On dirait, Et quelqu'un, en général, quelqu'un qui commence à faire Shabbat, bah, c'est pas comme si le Shabbat il est cool. Non, Shabbat c'est très long, Shabbat c'est très dur. En général, t'es Ils voient ça comme seul, des contraintes au début, bien sûr. c'est une contrainte. C'est vrai. Donc concrètement, là ce que tu fais, tu fais un sacrifice de toi. Ouais. Tu vas contre la logique. Ça veut contre ta logique. Tu vas pour la logique d'Hachem, entre guillemets. Mais concrètement, tu vas contre la logique humaine. Et pour comment tu arrives à aller contre cette logique humaine? Par l'amour. Par l'amour profond d'Hachem qui est en toi. Maintenant, ça, tu le réveilles une fois, deux fois. Tu le réveilles pas tous les jours H24. C'est pour ça qu'on doit Ah travailler Ok. sur ça. C'est pour ça qu'on va travailler. Et ça va être à la fin du cours qu'on va expliquer. Mais concrètement, juste tout, dans ta vie de tous les jours, même si tu fais plein de mitzvot, pas forcément que tu as cet amour qui est réveillé. 89. Il est bon, Bien au les choses contraire. machinalement. Machinalement, par habitude, par, c'est par contrainte sociale, parce que ton mari le fait, parce que c'est plus facile Ouais. de le faire plutôt que de remettre en question, parce que des fois remettre en question ça fait peur. C'est vrai. Il peut y avoir plein de raisons. Ça, par exemple, le midi. Ça, moi aussi, c'est vrai. On le fait parce que. On le fait, mais c'est vrai que. Parce qu'il faut le faire. Voilà, il faut le faire. Et que tu as commencé à le faire, donc tu continues à le faire. Voilà. Et arrêter de le faire, ça veut dire. Ouais, c'est vrai. Je suis là, je suis d'accord. Parce que ça fait partie des. pour les gens qui Mais connaissent, c'est la chose qu'on se garde encore des fois comme contrainte. C'est pas encore assimilé. Bien sûr. Tu vois. Mais concrètement, d'un autre côté, te dire j'arrête, c'est encore plus dur. Ah, c'est très dur. Exactement. Tu vois? Ah, là, t'as quelle culpabilité. Moi, je me dis, Tu peux pas. si demain tu t'arrêtes de faire quelque chose, tu te dis, mais comment tu peux pas en fait, c'est très dur. Exactement. Exactement. D'arrêter quelque chose, quelqu'un qui dit, ah bah ça y est, j'arrête de manger. Mais comme même dans ça, genre, il y a une certaine logique. Tu as un amour de toi, tu as un amour propre, tu veux pas Tu régler. décides ton confort, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Même dans ça, tu as une certaine logique, tu as un certain. Ça c'est chacun personnellement. Perso. Parce que pour moi, c'est pas du tout une contrainte le mikvé. Surtout que je suis enceinte, Non, donc non, Hachem. c'est pas- Mais par rapport à non, la mais question. pourquoi? Parce que pour moi, c'est un kiff. Tu vas au spa. Quand j'aurai des enfants, ce sera une contrainte. C'est ça. Comment tu galères pour un babysitter, machin. C'est pas une punition. Mais, Mais c'est dur. Non, c'est challenging parce que quand des fois
telle heure et que comme par hasard, C'est toujours ça, là. Toujours quand il y a. T'as vu, La douche, toujours exactement. Exactement. Tout est Pour avec clair. ton enfant, parce que le truc. les Mais gosses, j'ai pas la vie, on a pas les autres. Voilà. Je vais vous dire, attends, je vais vous raconter. C'est ce qu'elle m'a dit, Noah, l'autre fois. Attends, elle m'a dit, je lui ai dit, parce qu'à chaque fois, je dis aux enfants, salut les enfants, je vais à un cours. Là, parce qu'ils me voient partir avec le truc. Je leur dis, je vais à un cours. Je vais à un cours à la synagogue. Et Noah me fait, maman, est-ce que tu crois que je suis bête? Je te comprends pas. Tu pars à un cours, tu pars les cheveux mouillés. Elle t'a pas maquillée, hein, ça va après. Tu sais elle est trop... Elle a capté? Ouais, ouais, C'est ouais. marrant. Mais réellement. Je veux m'en mouiller que Mais ça, il va faire les grands. Je lui ai dit là, Ah Laurent, non, il faut pas j'ai qu'elle- rigolé, qu'est-ce que je lui dis parce que Voilà, elle c'est est pas bête, elle bien. a 13 ans, ça y est. C'est En plus, elle m'a dit, enfin maman, je te rappelle qu'au Bat Mitzvah Club, on est même allé dans le mikvé parce que... Ouais, elle est très très... Ils nous ont fait... Un jour, ils leur ont fait la Dobby Rubinstein qui a fait un truc moderne et d'auteur. Et après, on est... Ah, tu l'as vu, elle nous emmène dans le mikvé. Elle a dit voilà, les femmes, alors explique quoi. Donc elle me dit à maman, elle me dit, mais bon, juste, même je continuerai à dire, je vais à un cours, je vais jamais dire à ma fille de 13 ans, ah, je vais au mikvé. Bah oui. Tu vois, c'est horrible ça. Mais attends, mais bon, il est tard. Mais où tu vas? Qu'est-ce que t'as besoin? On peut y aller à ta place. Mais comment? Mais demain. Oh là là. J'ai besoin de chocolat. Je vais m'acheter des M&M's. J'ai arrivé en tenue, je lui dis, ah, tous mes yeux sont verts. Tu rentres, je suis partie faire une course. T'es revenu quand? C'est hyper peur, elle est. Il t'a C'est pas les grands-enfants, quand t'as des beaux-parents, là, à la maison. Ouais, genre les grands enfants, après c'est dur. Exactement. Tu dis Nora. Non, moi, bon, les garçons, ils connaissent pas. Non, mais moi non. Moi Joseph, alors je t'explique Joseph, il me dit ah tu vas ton cours? Oui, oui, oui. Ça dure 3 secondes le cours, quoi. Après il dort, Laurent il est au lit. Ou je sais pas, genre. Franchement Joseph, grâce à Dieu pour l'instant il est trop petit pour se poser autant de questions. Tu vois, il n'a pas le truc de dire ah pourquoi c'est pas fou, je lui dis ça. Ah ouais, tu vois. Et surtout, il réalise même pas que t'as les cheveux mouillés. Non, C'est ça que je te dis. C'est les filles. Pour une fille, si tu sors les cheveux mouillés, pourquoi tu t'es pas fait les Moi, crochets? elle pose pas une question. Moi, je t'ai maquillée. Les garçons, ils peuvent. Bon, mais alors, Observatrice, elle. pourquoi tu nous as posé la Bottom question? line, t'as dit. Ouais, le bottom line. Bottom c'est- line, j'adore, en fait. Non, la bottom line, ça veut dire pour chacun, ça va être différent. Oui, mais à la base, tu nous as dit, est-ce que. Attends, On a dit qu'il y a le moment où tu vas la réveiller comme un Messirot Nefesh, le vrai Messirot Nefesh comme dans l'histoire. Mais après, on a dit que chacun de nous, on a des mini Messirot Nefesh. On a des Mais petits. l'objectif, donc le goal, c'est d'être tout le temps éveillé. Le but, c'est d'être tout le temps éveillé. De le laisser en. En éveil, exactement. Et ça, on va en arriver plus tard. Mais non, Mais ça. c'est comme t'as tu des avais dit, par méthodes. exemple, non, parce que tu avais dit aussi dans un autre cours que l'idéal, c'est qu'à chaque fois que tu fais une mitzvah, de te dire qu'en fait, la mitzvah, tu la fais pas automatique, comme par exemple la bracha avant de boire du verre d'eau, mais que tu te dis, voilà, je fais pour me connecter avec Hachem. Oui. Donc en fait, c'est une manière aussi de lier avec, tu vois, l'action avec la pensée. Exactement. Mais ça, c'est très dur à faire aussi. Oui, c'est très dur. Mais Parce c'est qu'il même à faut notre toujours niveau. être en éveil, intellectuellement parlant. Ouais, c'est ça, mais c'est que ça serait l'idéal en fait. Oui. Aujourd'hui, sachez que vous allez sortir avec encore plus de questions. Non, parce que à la fin d'aujourd'hui, là concrètement, on va juste essayer de comprendre le concept de cet amour caché d'Hachem. Après, on comprendra comment le réveiller de façon. Alors c'est ça parce que j'allais te demander. Voilà, par exemple, quelqu'un qui fait rien du tout. Quand il a cette petite étincelle qui vient et qu'il sent que ça commence à se réveiller, mais qu'il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas comment, tu vois, qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois, dans ces moments. Tu parles de quelqu'un qui veut faire, tu vois? Ouais, quelqu'un qui veut faire, tu vois, mais qui ressent, tu vois, comme tu as raconté l'histoire. Un réveil d'en haut, que d'un Un coup. réveil, Tu te mais réveilles c'est le pas matin, forcément, t'as mais envie. le reste ne suit pas forcément ce que comme tu as dit. Après, Parce que la justement, binaire, c'est on qu'un peut réveil mettre d'en haut. en application quelque chose, c'est pas forcément. Tu peux commencer, il y a plein de gens, ils commencent comme ça à vouloir. Ils ont voilà, il y a des chamas qui Alors, se c'est réveillent, mais deux choses après, différentes. tu vois, On va dire que c'est deux niveaux différents. C'est deux niveaux de réveil différents, entre guillemets. Là, ce que tu parles, c'est un Itarutali là. C'est un réveil d'en haut. C'est Hachem qui te dit, tu sais quoi? Allez, un joker, vas-y. Aujourd'hui, c'est pour moi. Je te fais kiffer aujourd'hui. Vas-y. Donc après, c'est à toi de travailler dessus. De prendre cette opportunité, de te dire, tu sais quoi? Allez, je prends cette volonté et je vais pas la laisser s'essouffler. Je vais directement commencer quelque chose. Ça, c'est une chose. Non,
l'autre chose qu'on parle, c'est quelque chose de complètement illogique, comme ce qui s'est passé dans l'histoire. Et d'ailleurs, je vais raconter une autre histoire tout de suite. C'est l'histoire d'un pharmacien. On est en Russie à l'époque au début de la révolution communiste. Ok ? Tout début de la révolution communiste. Et on a un pharmacien qui est marié avec une Goya, un juif qui est marié avec une Goya. Toute sa vie, il a vécu comme un goy et personne n'a jamais questionné quoi que ce soit. Ok ? Tout va bien. Il vit sa petite vie comme un goy. Tout va bien. Il est ouvert Yom Kippour, il est ouvert le Shabbat. Il s'en fout de la religion, mais tout va bien. Un jour, sur la place du village, arrive un groupe de révolutionnaires qui sont un peu excités et qui décident de tuer tous les juifs. Ah oui, un juif, c'est un juif, hein, comme à son numéro. Maintenant, tout le monde est là, autour de la place du village, et ils sont en train de réunir les juifs. Et tous les non-juifs sont là, ils se tiennent devant et ils regardent. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? Tu regardes. Et à ce moment-là, notre pharmacien, il dit, mais attendez une seconde, moi aussi, il faut que vous me tuez. Moi aussi, je suis juif. C'est là que ouais, il s'est réveillé. Maintenant, tout le monde le regarde choqué. Les non-juifs, il y en a certains qui disent, oui, il faut le tuer aussi, c'est un juif, alors il faut le tuer. Si tu tues tous ces juifs, il faut le tuer lui aussi. Et d'autres juifs qui disent, attends, mais non, c'est notre pharmacien. Si tu vas le tuer, c'est qui va être notre médecin après ? Après, nous, on va galérer, son docteur. Et il a commencé à y avoir une petite dispute entre les Russes. À ce moment-là, les communistes, ils ont vu que, les révolutionnaires communistes, ils ont vu que ça commençait un peu à chauffer, ils ont eu peur, et ils sont partis, et au Hachem, les juifs, ils ont été sauvés de ce village. Quelle est la logique de ce monsieur ? Ça aurait pu tourner, au Hachem, c'est bien terminé, mais ça aurait pu tourner de l'autre côté complètement. Il aurait pu dire, ok, c'est juif, allez, viens, tac, mort, bye. C'était quoi sa logique ? Il n'y a pas eu de logique. Aucune logique. Aucune logique. Maintenant, comment ça se fait que tu peux pas le ressentir tout le temps ? Parce qu'on est en exil. Parce que, justement, on est dans un corps humain qui est logique, qui a un cerveau, On est là, en fait. On est humain. On a cette âme animale qui parle le 99% du temps. On a notre âme divine qui est là, qui essaie de dire son petit mot par-ci par-là. Mais concrètement, c'est notre logique qui parle. C'est notre cerveau qui parle. Alors oui, bien sûr, tous les sentiments, ils viennent du cerveau. On avait expliqué au cours numéro 3, au chapitre 3, que les sentiments, ils sont générés par le cerveau. Oui ? Maintenant, concrètement, un sentiment généré par le cerveau est beaucoup moins puissant qu'un sentiment qui existe déjà, qui est là. Oui ? Cet amour pour Hachem, cet amour profond pour Hachem, il n'a pas été généré par le cerveau. Il a été toujours là. Depuis que tu es né, il est là. De façon inconsciente. Tu ne sais même pas. Pourquoi ? Parce que tu as le cerveau, tu as toutes ces couches, toutes ces clipotes qui sont là et qui recouvrent cet amour pour Hachem. On est d'accord sur ça ? Ok. Maintenant, arrive un moment où tu te dis, tu sais quoi ? Baruch Hachem, tu as ce réveil, tu as ce petit test, t'es juif ou t'es pas juif ? Et là, tu te réveilles, tu as ce moment de Messire où tu fait, je suis juive. Tu as une épreuve. Et tu te dis, tu sais quoi ? Je vais prendre une bonne décision. Je vais me rapprocher d'Hachem. Mais quand l'épreuve elle est finie, souvent, tu repars à ta vie d'avant. Ça y est, c'est fini. Merci Hachem. C'est comme l'histoire de l'homme. Il y avait un homme qui avait sa maison qui brûlait. Il est monté sur le toit pour se sauver. Il se retrouve entouré de flammes. Sa maison qui est en train de brûler sous ses pieds. Il est sur le toit de sa maison qui brûle. Et il ne sait pas quoi faire. Il dit, je dois sauter du toit. Mais si je saute, je risque de mourir. Et il dit, Hachem, s'il te plaît, aide-moi. Hachem, je te promets, si j'arrive à sauter et je suis vivant, je vais faire Shabbat. Je vais mettre des tefilines tous les jours. Je vais faire tchouva. Je te promets, Hachem. Il prend son courage demain, il saute. Il tombe par terre, il réalise que Hachem, il n'a rien de cassé. Il dit, waouh, oh là là. Quand je suis sous pression, je peux dire des bêtises, mais énormes. Oh là là. C'est comme l'homme qui est en train de conduire dans sa voiture. Hachem, c'est quoi? Si tu me trouves une place, il conduit, il tourne dans le parking, aucune place. Si tu me trouves une place, Hachem, je te promets, je donne $1000 à la tzedaka maintenant. Ah non, en fait, laisse tomber, c'est moi, j'ai trouvé. C'est comme ça, on est humain. On est humain. Quand tu as un problème, tu te dis, oh là là, Hachem, s'il te plaît, aide-moi, je vais faire ça, tu te prends des bonnes décisions, tu te dis, allez, c'est bon, je vais le faire.
Et tu es vraiment sincère à ce moment-là. Tu es très sincère. Tu n'es pas en train de faire du chantage. Tu sais que tu ne peux pas faire du chantage à Hachem. Tu n'es pas en train de lui dire, moi je te dis ça pour te faire plaisir. À ce moment-là, tu es vraiment dans un vrai problème. Tu te dis, Hachem, s'il te plaît, je vais faire tout. Je vais tout faire pour que ce problème il se règle. Et une fois qu'il est réglé, des fois, malheureusement, on repart. On dit merci beaucoup Hachem, mais on repart des fois dans cette situation qu'on était avant. Ok ? Donc, la conclusion de ce chapitre-là, c'est que chaque juif, on est des enfants d'Hachem. En tant qu'enfant d'Hachem, on a cet amour profond pour Hachem qui est caché. Ok ? Cet amour, on a expliqué qu'il est illogique complètement. C'est ça, c'est la chorma. Ok ? Maintenant, cet amour, il peut se réveiller de temps en temps, dans des moments particuliers. Et la question, elle est comment réussir à révéler cet amour de façon continuelle. Concrètement, on est d'accord que la solution la plus simple pour l'instant, de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, la solution la plus simple, ce serait que notre amour il soit tout le temps réveillé. Si notre amour il est réveillé pour Hachem, alors automatiquement, ça va être très simple. C'est comme un enfant qui aime sa mère, qui se pose même pas la question, il va faire tout ce qu'elle lui demande. Un enfant, on parle d'un enfant. On parle d'un petit enfant. On parle d'un petit enfant, oui. Il veut faire plaisir à sa maman. Un petit. Concrètement, il va faire ce qu'il aime. Oui. Ok, alors peut-être qu'à certains moments, un enfant, il va aimer plus le jeu que toi. Ça, c'est possible. Ok ? Mais concrètement, un enfant, il va faire ce qu'il aime. Non, il t'aimera toujours. Oui, ça veut dire à ce moment-là, quand il va pas t'écouter, qu'il va préférer jouer au lieu de venir manger, là, il va aimer plus le jeu que toi. Mais concrètement, si on a un amour pour Hachem qui est réveillé comme un enfant, il a un amour pour sa mère, quelque chose qui est évident, qui est, oui, je l'aime. C'est si on a cet amour qui est réveillé, pareil que Schneeweis ou que le pharmacien, c'est sûr que ce sera facile de faire les mitzvot en fait. Même pas besoin de travailler sur toi. Quand on a dit la méthode d'avant, c'était quoi ? C'était réfléchir à la grandeur d'Hachem. C'est très dur. Quoi, tu vas passer une demi-heure à réfléchir sur la grandeur d'Hachem. Tu vas te dire, waouh, Hachem il est incroyable. Et d'un coup, tu as ton téléphone qui sonne. Bon, t'as passé ta demi-heure, t'as réfléchi, bravo. Mais concrètement, t'as pas réussi à changer ta journée grâce à ça. C'est très dur de faire ça. Ça, c'est les bénonymes qui peuvent faire ça. C'est des gens qui sont de très haut niveau. Nous, pour l'instant, on n'est pas à ce niveau-là. Nous, ce qu'on va essayer de faire dans Hachem, c'est réussir à révéler cet amour caché. Essayez de le réveiller un peu. Peut-être qu'on ne réussira pas à le réveiller complètement, mais essayez au moins de le mettre un petit verre d'eau sur la tête. Ok ? Et ce sera vers les prochains cours. Super.